Je m'appelle Fabien Wellman, je suis scénariste de bande dessinée depuis à peu près 1998. J'ai toujours une passion pour la bande dessinée depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 7, 8 ans. Je faisais des BD à cet âge-là déjà, avec des histoires de loups-garous qui explosaient sur des mines. Donc déjà c'était d'une très haute volée. Et j'ai fait des études de commerce ensuite parce que j'étais pas trop sûr de ce que... En fait, si, j'étais sûr de vouloir faire de la BD, mais je pensais que c'était pas très raisonnable de le faire, donc j'ai abandonné ce rêve. J'ai fait une école de commerce jusqu'au bout, et puis quand j'ai eu mon diplôme, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas, que je m'étais fourvoyé, que j'avais cru que je pouvais mettre ça de côté, et qu'en fait l'envie d'écrire revenait de manière très forte. Donc j'ai profité de mon objection de conscience, qui durait 2 ans à l'époque. À l'époque, il y avait un service militaire. J'étais chez mes parents, et j'ai commencé à écrire des scénarios en me disant bah, je sais pas dessiner, du coup j'ai pas appris. Je vais me contenter du scénario, en me disant au début ça sera temporaire et puis j'apprendrai le dessin par la suite. Et il s'est avéré qu'en fait j'adorais écrire et que je pouvais tout à fait me contenter d'écrire, ça me va très bien. Donc j'ai envoyé tous mes projets partout, ils ont été refusés partout, comme d'hab au début, jusqu'à ce qu'au bout de je pense 2 ans, je reçoive une lettre de Thierry Tinlot, à l'époque rédacteur en chef de Spirou, qui me disait c'est pas encore ça mais on peut en discuter. Donc il m'a convoqué à Paris, on s'est vu, il m'a bien cassé mais en me donnant 2-3 conseils, dont un était assez juste même s'il était dit de manière assez dure. Il m'avait dit tu connais machin qui fait du sous-covin? Je dis oui. Il dit bah toi tu fais du sous-machin. Donc j'étais bien remis à ma place. Il me dit le problème c'est que tu essaies trop de faire quelque chose qui ressemble à Spirou. Ce qui était vrai, moi j'étais très fan du magazine, j'étais fan de la période de Franquin, de Delporte, des gens comme ça qui m'avaient beaucoup marqué. Et il m'a dit, bon c'est quoi ton nom là? Oui, Wellman, et ben fais du Wellman. Donc fais quelque chose qui te ressemble quoi. Et là-dessus il avait vraiment raison. Donc je suis ressorti de là d'abord déprimé, vraiment, en me disant bah, je me suis trompé, j'y arriverai jamais, etc. Puis au bout de quelques heures à peine, je me suis dit non, je vais lui montrer à ce con. Je vais lui montrer. Et je lui ai montré, dans le sens, j'ai rebossé, j'ai présenté autre chose, et puis un peu moins d'1 an après, j'ai signé mon premier contrat pour Spirou, pour une série qui n'a jamais été faite d'ailleurs, qui s'appelait Silver Damned, qui m'a servi à entrer dans le journal, mais qui finalement n'a jamais été terminée. Et là, j'ai tout fait chez Spirou, enfin tout ce que la morale me permettait de faire pour réussir dans la vie. Mais j'ai fait des sommaires, j'ai fait des jeux, j'ai fait des animations courtes, j'ai des idées de numéros, enfin tout ce qu'on me proposait de faire. Moi, j'étais juste tellement heureux de faire enfin quelque chose qui me plaisait totalement, que j'ai pris ça comme une opportunité énorme, ce que c'était. Je veux dire, un journal comme Spirou, il n'y en a pas beaucoup des journaux où on peut débuter. C'était l'école dans laquelle j'ai appris à écrire. Ça, plus quelques bouquins comme La dramaturgie de Yves Lavandier ou Story de McKee. Enfin, et donc je me suis fait sur le tas, quoi, en bossant avec des dessinateurs, en bossant avec la rédaction, etc. Et ça a commencé comme ça. Techniquement parlant, j'ai quand même commencé ce qui allait être une de mes premières productions a commencé chez Dupuis, chez Spirou, c'était Green Manor. Mais en termes chronologiques, c'est vrai que j'ai signé et j'ai sorti avant une BD qui s'appelle Samedi et Dimanche, avec Gwen de Bonneval, qui est devenu un très bon copain et puis quelqu'un avec qui j'ai retravaillé par la suite, avec grand plaisir. Et on s'était croisés chez Spirou, en fait. Lui avait essayé de placer des boulots, moi j'essayais aussi d'en placer. On avait sympathisé et on a fait Samedi et Dimanche que Dupuis n'a pas voulu et qu'on a finalement placé chez Dargaud parce que Guy Vidal avait trouvé ça très intéressant. Donc on a été parmi les premiers albums de la série Poisson Pilote. Gwen qui ensuite a suivi son chemin en étant lui-même scénariste, en plus d'être dessinateur sur Messire Guillaume, par exemple avec Mathieu Bonhomme, mais qui a aussi été rédacteur en chef avec Stéphane Wary du magazine Capsule Cosmique pour les enfants, qui était superbe. Il a aussi été un peu éditeur chez Sarbacane. Donc après tout ce chemin, on s'est retrouvés sur un ouvrage récemment qui est sorti qui s'appelle Les derniers jours d'un immortel, qui était de la science-fiction un peu plus adulte que ce qu'on faisait avec Samedi et Dimanche, mais sur les mêmes thématiques. On parle de tous les sujets philosophiques qu'on veut, en rendant ça le plus attractif possible. Soit dit en passant, c'est pas très loin de ce qu'on fait sur Seul avec Bruno. Aborder des thèmes de fond, mais d'une manière divertissante. C'est un peu mon credo. Ben, c'est difficile à dire. Le Marquis d'Anaon, c'est bizarre, c'est une série qui m'a apporté une reconnaissance dans le métier, dans le milieu, mais pas tellement dans le grand public. C'est pas une série qui a marché. Donc ça m'a permis par contre d'être vu d'un certain œil, un œil favorable par pas mal de gens dans la profession qui m'ont dit dis donc c'est chouette ce que vous faites là avec Mathieu Bonhomme, etc. Mais je peux pas dire que c'était vraiment encore une vraie reconnaissance. En fait, j'ai eu la chance que Green Manor soit quand même
c'est pas une reconnaissance énorme, mais j'ai été vite repéré grâce à Green Manor parce que j'ai eu la chance de bosser avec Denis Baudard, qui est un dieu du dessin. Donc ça aide, parce que certes mes histoires étaient bien, moi je crois vraiment que j'ai eu le coup de bol du débutant avec cette série, dans le sens où j'ai écrit des histoires que je trouve encore maintenant plutôt bien gaulées, mais voilà, sans modestie aucune quoi, parce que j'ai eu du bol un peu, j'ai tout de suite trouvé quelque chose qui était en place. Je me suis rendu compte après que c'était pas si simple que ça de reproduire ça. Mais comme c'était pas mal écrit et que c'était dessiné par Denis Baudard, ça m'a fait repérer beaucoup. C'est comme ça que j'ai rencontré par exemple Bruno Gazzotti ou Ralph Meyer, qui ont repéré mon boulot dans Spirou. Le Marquis d'Anaon, vis-à-vis de la profession, ça m'a permis d'être encore un petit peu plus reconnu. Par contre, vis-à-vis du grand public, pas du tout. Et je pense que vis-à-vis du grand public, c'est sans doute la série seule, vraiment, qui a commencé à me faire connaître à notre échelle, mais qui est amplement suffisante à nos yeux pour que la série dure. Et puis, par la suite, il y a eu d'autres types de projets de manière très ponctuelle en fait. C'est pour ça que souvent les gens ont du mal à me cerner, parce que il y a les 5 compteurs de Bagdad chez Dargaud avec Franz Duchazot qui a été pas mal accueilli alors que c'était un ouvrage très particulier. Il y a eu les 7 psychopathes chez Delcourt qui a été une très bonne vente aussi et qui a été plutôt bien accueilli, mais c'est pas du tout le même domaine. Donc on va dire dans la durée, c'est plus Seul qui m'a installé, je pense, dans la profession comme tiens, raconteur d'histoire, un petit peu série B, feuilletonnante, mais j'espère avec du fond. Et puis, si on parle de reconnaissance publique, c'est la reprise de Spirou qui a marqué une autre étape auprès d'un public qui s'intéresse vraiment absolument pas à qui fait les BD, qui connaît pas mon nom, qui s'en fout d'ailleurs, et ils ont bien raison, et qui vont juste se dire tiens, il y a des nouveaux repreneurs de Spirou, ils ont fait ça, c'est rigolo. Voilà, en gros c'est ça. Mais c'est jamais les mêmes publics, c'est-à-dire que je suis pas certain que ceux qui aiment le Marquis d'Anaon auront envie de lire Spirou, que ceux qui ont aimé les 5 compteurs de Bagdad vont lire les 7 psychopathes. Des fois oui, des fois j'ai des lecteurs qui lisent tout, mais je m'y attends pas. J'ai l'impression d'être à chaque fois très différent. Ou quand je fais Jolies Ténèbres avec les Carasquettes, c'est encore un autre public, et il y en a d'autres que je vais laisser sur le carreau à côté parce que c'est un récit qui est très dur et très morbide et qu'on peut détester ça. Et plus ça va, moins je cherche le consensus. Je préfère une réaction forte quitte à être détestée, si quand même il y a des gens qui ont aimé, hein, parce que si tout le monde me déteste, ça me fait un petit peu chier. Mais je préfère créer une vraie réaction un peu radicale qu'une espèce d'acceptation molle qui consistera à dire oui c'est pas mal. Ce que j'ai déjà vécu et je vois que ça me convient pas, j'aime pas ça. Je préfère qu'on me dise j'ai vraiment détesté ton bouquin et on en parle, que de me dire oui c'est pas mal ton truc. Jolies Ténèbres c'était très tranché, il y a des gens que ça a outré, il y a des gens qui ont trouvé ça super, il y a des gens qui ont trouvé ça, comment dire, qui ont vu que c'était de qualité mais qui ont trouvé qu'on allait quand même un peu loin. Ça je peux comprendre cette critique là d'ailleurs, de dire oui c'est peut-être un peu trop systématiquement dans la cruauté. Mais c'était notre but, hein, on voulait aller le plus loin possible dans cette idée dans l'idée de la cruauté. Et en plus, le tout dans un univers qui fait penser à l'enfance, donc qui n'est pas pour enfants, hein, c'est pas un récit pour enfants, c'est un récit qui parle de l'enfance, mais à des adultes. Donc le contraste est forcément un peu saisissant. On parle de la mort de cette petite fille qui est morte, qui est dans un bois et dont le corps pourri, donc c'est quand même c'est assez insupportable dans l'absolu. Mais c'était le but, on parle de l'insupportable, on parle de la partie extrême de la vie, donc aussi de la mort. Et oui, là on a eu des réactions assez fortes. Sur Seul, on a des réactions aussi, mais plus amusées, parce que les gens sont parfois un peu choqués que ça soit violent, mais pas au point de dire c'est honteux, ça devrait être interdit. Ils sont juste un peu déstabilisés de voir les parents en particulier que leurs enfants adorent, que eux aiment bien aussi, mais que eux spontanément l'auraient peut-être pas fait lire à leurs enfants, parce qu'ils se disent ah mais quand même il y a des trucs un peu violents et tout. Et quand en dédicace on voit des parents qui nous disent ça, on leur dit mais retournez-vous, regardez la file d'attente quoi, et c'est que des enfants. Donc ça, c'est assez chouette. Mais c'est pas une polémique, c'est juste qu'ils sont surpris, mais plutôt agréablement surpris qu'on puisse parler de sujets aussi sombres et aussi durs que ceux qu'on aborde dans Seul à des enfants. On sait où on va. Alors ce qui est étonnant, c'est que quand on parle de Lost, il s'avérait que c'était évident qu'il y avait énormément de points communs qui n'étaient pas voulus tout en étant voulus, dans le sens. Ce qui est voulu, c'est que ça ressemble à un gabarit de série américaine avec des cliffhangers à la fin des épisodes, avec des saisons, avec l'envie de tenir le lecteur. Et quand au tout début, j'avais vu la première saison de Lost, qui est la seule que j'ai vue en fait, je m'étais dit, ben oui, en fait, on fait une sorte de Lost pour enfants. Donc c'est vrai que je trouvais la comparaison assez juste à l'époque. Après la deuxième saison de Lost, j'ai abandonné en fait en cours de route parce que j'en avais un peu marre des flashbacks et tout, ça m'a gonflé. On m'a dit que ça aurait été bien que je m'accroche parce que c'était bien après, mais j'ai pas eu le courage et puis j'ai plein d'autres choses à faire que de regarder une série en me disant accroche-toi, ça sera bien un jour. Enfin, j'ai envie que ça me plaise tout de suite quoi. Mais quand la série s'est terminée aux États-Unis, je suis par contre allé voir tous les forums américains pour me dire bon, je veux quand même savoir comment ils terminent leur truc. Et il s'est avéré qu'il y avait un paquet de points communs hallucinants qui
qui me semble pas vraiment étonnant dans la mesure où on est dans les mêmes eaux. Je veux dire, on est dans de la série B qui se veut un petit peu bizarre, avec un mystère, avec un côté Robinsonade. Je veux dire, à certains égards, on a suivi un peu le même cheminement. Là où par contre, je crois qu'on a notre manière à nous de poser les choses avec Bruno qui va distinguer Seul de Lost, c'est que nous, en fait, on continue là où Lost s'arrête, c'est-à-dire que ce n'est qu'une partie de notre chemin, et j'allais dire c'était même qu'une sorte de longue introduction en ce qui nous concerne, et puis que d'autre part, on essaie de rester dans quelque chose qui ne soit pas vu que d'un point de vue surnaturel ou mystique, ce qui a l'air d'être le cas de la fin de Lost. Là encore, je parle par on-dit, je parle par les lectures de forum. À savoir, ça a l'air de virer dans quelque chose de très mystique, qui a d'ailleurs déplu à un certain nombre de spectateurs qui ont dit bah oui mais moi je crois pas à toutes ces foutaises quoi. Et il se trouve que dans Seul on se permet de garder, et c'est le cas du 6e album où on parle de la 4e dimension et demie, on essaie de garder, alors c'est ténu mais ça me semble important symboliquement, une porte d'accès pour des gens qui sont très cartésiens, qui ont envie de croire à quelque chose de concret auquel ils puissent se raccrocher, et pour lesquels un récit purement fantastique ne serait pas leur tasse de thé. On tente ça, on tente quelque chose de œcuménique, mais au sens d'inclure aussi les athées et les cartésiens. Quand nous, on était enfants, on avait des théories élaborées sur plein de choses, quoi, et on pouvait en plus se poser des questions existentielles très facilement. La plus facile et la plus accessible des questions existentielles, bon, c'est la mort, mais on peut en trouver d'autres, comme par exemple l'espace infini. C'est un truc qui, quand on est gamin, qui laisse sans voix. Et d'ailleurs, quand on est adulte aussi, simplement adulte, on repousse ça. On préfère ne plus y penser. Mais enfant, le nombre de fois où je regardais le ciel en me disant, enfin bon, infini. Mais oui, mais derrière, il y a bien quelque chose derrière, mais non, et ça s'arrête. Enfin bon, je pouvais passer des heures à me poser ce genre de questions. Et en même temps, je cherchais une sorte de solution. On a envie d'essayer de trouver des solutions. Cette histoire de 4e dimension et demie, bon, j'aimais bien le titre parce que ça rajoute une dimension enfantine à l'idée de 4e dimension, mais en plus ça a un vrai sens, c'est une dimension cachée à l'intérieur du temps, donc ça a du sens et ça fait gamin, donc c'est exactement comme Seul. C'est une manière de dire, enfin le fait de le mettre dans le titre, c'est une manière de dire au lecteur que bon, on sait bien qu'à la fin du 5, il y en a qui vont dire ah bon c'était ça. Alors, il y en a qui vont dire c'est un cliché de littérature fantastique, il y en a d'autres qui vont dire ah ça va dans une direction qui est trop fantastique pour moi. Mais on voudrait essayer de donner envie à ceux qui sont dans l'entre-deux, ceux qui n'ont pas envie de lire la suite, on ne va pas les forcer, c'est pas très grave. Mais ceux qui seraient à se dire tiens dans quoi ça risque d'aller, on voulait juste leur offrir cette petite porte en disant vous savez nous aussi on peut être cartésien, et ça n'empêche pas qu'on continue à croire à ce qui est en train d'arriver dans cette série, voire même on essaie de réconcilier le versant religieux et le versant scientifique. Bon, ce qui est bien entendu impossible complètement, mais j'aime bien me fixer des défis à la con. Ça va durer encore longtemps parce qu'on a beaucoup de choses à raconter, et pour répondre à ta question de départ, oui, on sait où on va. Par contre, en s'accordant des chemins buissonniers, c'est-à-dire que c'est comme si je savais que je vais à pied à Bruxelles, depuis Paris, donc je sais que je vais à Bruxelles. Mais par contre, est-ce que je vais voir la mer d'abord? Est-ce que je vais plutôt passer en Allemagne? On va faire des détours. On fait des détours pas juste pour faire chier les lecteurs en les faisant patienter. On fait des détours parce que les lecteurs nous emmènent dans des directions. Quand nos lecteurs rebondissent en dédicace ou sur nos blogs en disant « Ah, il y a tel truc qui nous a vachement saisi ou qui nous pose question », et qu'on se rend compte que tel détail qui pour nous était anodin prend une importance démesurée pour les lecteurs, il faut le traiter, il faut en parler. Donc, hop, on va faire un petit détour vers le Danube, là, quitte à ce que ce soit vraiment un très long détour. Mais on sait qu'au final, on ira toujours vers la destination qu'on s'est donnée, qu'on connaît avec Bruno, simplement, donc on se permet d'y aller d'une manière qui sera la plus libre possible, avec une part d'improvisation, en essayant par contre, parce que c'est peut-être aussi ce qui est sous-entendu dans ta question, de ne pas quand même trop faire lanterner les lecteurs. C'est-à-dire que les cycles qu'on va faire par la suite seront un poil plus courts, au lieu de 5 albums, on va passer à 4, pour quand même un tout petit peu rapprocher le rythme, nous obliger à griller nos cartouches plus vite, en donnant plus d'infos aux lecteurs, à moins les faire patienter tout le temps. Donc honnêtement, moi j'ai l'impression que les tomes qui suivent, là, les 6, 7, 8 et 9, le cycle 2, seront plus denses en termes de révélation. Et aussi parce que maintenant c'est bon, on a passé un premier cap qui était bon, allez, on vous dit pas ce qui s'est passé, pourquoi les gens ont disparu, maintenant on sait ce qui est arrivé à ces gamins. Mais du coup, on avance un peu plus vite, puis on va essayer, qui plus est, d'avoir un rythme de parution un peu plus rapproché. C'est un peu ça. Si on arrive à faire ça, c'est très américain. Là encore, eux, y arrivent beaucoup mieux que nous, mais le but, ça serait ça, c'est que chaque fin d'épisode, on se dise « Waouh, j'ai envie de connaître la suite », tout en ayant eu une vraie histoire, idéalement, dans chaque album, qui est une petite thématique,
Et puis en fin de saison ou en fin de cycle, on a un côté en plus il y a ça qu'on découvre et qui rajoute une couche supplémentaire soit au mystère, soit à la richesse du récit. Et ça, on a quelques jalons. Sur au sol, c'est Sa Majesté des Mouches, des romans comme ça, ou je dirais Ravage de Barjavel qui m'a énormément marqué, Niurk de Stephen Wull, dont je me suis rappelé récemment, mais qui m'avait beaucoup marqué aussi. Les films, on pourrait en citer plein aussi, mais c'est beaucoup de films post-apocalyptiques, parce que justement, c'est des films qui laissent croire à une forme de liberté retrouvée. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui prêchent la fin du monde. C'est quelque part, on souhaite une forme de fin du monde, parce qu'on voit bien que le monde tel qu'il est, il marche sur la tête. On se dit qu'il faudrait remettre de l'ordre dans tout ça, et donc le fantasme de la fin du monde, c'est un fantasme de remettre de l'ordre, qui est un fantasme assez dangereux d'ailleurs, mais il est très humain. Et en particulier quand on est enfant, il a un écho très fort, parce qu'on se dit, si j'étais tout seul, je pourrais faire ceci, cela. Donc tous les films, genre Le Survivant, genre La Planète des Singes, Mad Max même, des choses comme ça m'ont énormément marqué. Je rajouterai à ça la pratique du jeu de rôle a beaucoup joué dans la fabrication, chez moi, du sens de la narration. Quand on est maître de jeu et qu'on est face à des joueurs et qui s'ennuient, on le ressent immédiatement. Alors là, la sanction, elle est totale et immédiate, et on doit improviser tout de suite quelque chose pour les rechoper. Et ça a été une très bonne école pour moi, ça, qui n'est pas donc littéraire, qui n'est pas d'avoir lu des bouquins ou quoi, mais les univers que j'ai découverts via le jeu de rôle m'ont énormément apporté. Donc ça, c'était une belle école aussi. Je pense que ça serait peut-être plus un auteur de littérature. J'aimerais bien rentrer dans la tête d'Elroy, James Ellroy, comprendre comment il... Mais je crois que je deviendrai vite fou, d'autant qu'il est trop de droite pour moi, mais c'est un type qui me fascine. Un Alan Moore, bien sûr, j'aimerais bien comprendre comment il fonctionne. Un Mignola, je crois, me plairait bien, pour un peu mieux comprendre le dessin, parce que lui, en termes de dessin, il me fascine toujours autant. Ouais, sans doute Mignola, allez, si je dois faire un choix, parce qu'en plus, il a l'air sympa.